Bonjour. Alors si comme moi vous avez toujours eu du mal à impacter un cadeau, eh bien ce tuto là ne va pas vous servir du tout, mais au moins va vous montrer qu'il existe une façon d'optimiser la chose en un joli paquet cadeau qui a une belle propriété de symétrie, vous allez voir tout de suite. Prenons X, un convexe compact du plan R2. Pour l'instant, on est juste dans R2, euclidien évidemment. Et on veut empacter, donc imaginons que X c'est ce convexe en rouge, vous pouvez imaginer être une pizza si ça vous inspire, et vous voulez l'empacter. D'accord ? Donc empacter, on va le définir, empacté par un rectangle déjà, dans un premier temps. Comment on va l'empacter? Alors, on va se donner une direction, donc je vais me donner une direction comme ceci, d'accord? Et dans cette direction, donc je pourrais prendre n'importe quelle direction, hein, je prends celle-ci, et dans cette direction, comme X est convexe, voilà, il va y avoir des droites de cette direction qui ne vont pas le toucher, et ensuite, en s'approchant ici de X et en balayant, tout en gardant la même direction, on va trouver ce qu'on appelle une droite de contact de cette direction pour X. Et cette droite de contact va laisser X sur un demi-plan, et ensuite il y aura une autre droite de contact, toujours unique, qui va laisser X sur l'autre demi-plan. Voilà. Et maintenant, vous prenez ces deux droites, d'accord, et vous gardez ces deux droites, et vous prenez la direction orthogonale, perpendiculaire. Donc ici, vous faites pareil ici, et donc finalement, il y a des théorèmes que je passerai sous silence, sur l'existence et l'unicité d'une direction donnée pour obtenir une droite de contact, et plus généralement un hyperplan de contact à un convexe quand on est dans d'autres dimensions. Et là, on obtient un rectangle. Bon, c'est pas trop difficile de se convaincre que si X est convexe compact du plan R2, eh bien, il va y avoir un rectangle qu'on va appeler rectangle circonscrit. Mais la question, c'est une question d'optimisation. Est-ce qu'on peut trouver un carré circonscrit? D'accord ? Donc ici, j'ai essayé de dessiner quelque chose qui pourrait être convaincant comme étant un carré circonscrit du même X ici. Eh bien, la réponse est assez facilement oui. L'affirmative va venir tout simplement d'un théorème de topologie qui est le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, allons-y et montrons le fait qu'on peut avoir un carré circonscrit. Donc, je vais partir de S1, d'accord, et je vais regarder des vecteurs, comme ça, de S1, qui sont paramétrés par θ, l'angle, un angle, voilà. Bon, on va dire que l'angle nul, c'est comme ça à l'horizontale, etc. Et donc, à un vecteur, normé finalement, puisqu'on est sur S1, j'associe la fonction f de u, qui dépend de x, x c'est le convexe compact fixé, ça va être la distance entre les deux droites de contact de x de direction u. Donc ici, quand u est comme ça, j'ai pris u comme ceci, voilà la distance entre les deux. Vous avez deux droites parallèles, donc elles ont une distance, et on va appeler f de u cette distance-là. C'est toujours pareil dans ce genre de problème, on va quand même affirmer des choses qu'on ne démontre pas rigoureusement pour pas rentrer dans des détails scabreux, mais on se doute bien que f va être une fonction continue de S1. Et on va poser maintenant g de uθ est égal à f de uθ moins f de uθ plus pi sur 2. D'accord ? Donc, on regarde la différence entre les deux. D'accord ? Pour le convexe est toujours fixé. Et quand on va regarder g de uθ plus pi sur 2, par définition, c'est f de uθ plus pi sur 2 moins f de uθ
plus pi sur 2 plus pi sur 2, donc plus θ plus pi, mais ça, c'est pas le même vecteur, mais il définit la même direction. Donc f de uθ plus pi, c'est aussi f de uθ, parce que la direction est la même. Mais là, ça veut dire que c'est égal à l'opposé de g de uθ. Donc, on a une fonction g qui est continue, qui va passer d'un nombre réel à un réel opposé. Eh bien, le TVI va nous dire qu'il existe un alpha tel que g de u alpha égale 0. Donc, on va avoir une direction pour laquelle la distance ici sera égale à la distance ici orthogonale. Et donc, ça veut dire qu'on aura un carré circonscrit et on aura empaqueté notre pizza dans une boîte carrée. D'accord ? Voilà. Donc, on voit bien que dans ces problèmes d'empaquetage, eh bien, la topologie est notre ami. Donc maintenant, on va passer de la dimension 2 à la dimension 3, et vous allez voir que le théorème des valeurs intermédiaires, le fameux TVI, il a atteint ses limites, et il ne va pas pouvoir nous suivre jusque-là. Mais un autre théorème va prendre le relais, c'est ce que vous allez voir. Donc, même question pour X convexe compact de R3. Est-ce qu'il existe un cube circonscrit? Bon, si vous avez bien compris ce qui s'est passé ici, vous n'avez pas de mal à imaginer qu'il suffit de montrer que si f est continu de la sphère maintenant, plus S1, mais de la sphère dans R, alors il existe 3 points P1, P2, P3 de S2 qui sont 2 à 2 orthogonaux, c'est-à-dire que si on les considère comme vecteurs, d'accord, ils correspondent à des directions orthogonales, 2 à 2 orthogonales, telles que f de P1 égale f de P2 égale f de P3. D'accord ? Regardons ce qui s'est passé en dimension 2. On a trouvé un vecteur ici tel que l'on peut voir comme soit un vecteur, soit un point du cercle, tel que g de u alpha est égal à 0, c'est-à-dire, si vous voulez, qu'on a trouvé 2 points du cercle, donc ici égale 0, c'est-à-dire que ça, c'est égal à 0, donc finalement 2 points du cercle qui correspondent à des vecteurs orthogonaux, et pour lesquels f a la même valeur. Voilà. C'est exactement ceci, c'est la généralisation, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir des parallélépipèdes, rectangles, qui peuvent être obtenus en dimension 3 par généralisation de ceci, mais avec la même distance sur toutes les directions, et donc obtenir vraiment un cube circonscrit. C'est ça notre théorème. Eh bien, on va prouver ce théorème. C'est un théorème dû au mathématicien Kakutani dans les années 40. Et ensuite, ça a été généralisé à toute dimension par Yamabe et Yujiro. Voilà. Mais on va regarder juste pour la dimension 3. Donc on va montrer ce théorème de Kakutani, comme quoi si on a une fonction de S2 dans R, alors on va avoir 3 points, 2 à 2 orthogonaux, qui ont la même image pour cette fonction continue. Bien, j'ai oublié de mettre continu, mais là, sans douter, continue. Alors, d'ailleurs, ça ne sert pas qu'à empaqueter des objets. Vous voyez bien que ça veut dire, par exemple, je sais pas moi, que sur notre petite planète Terre, eh bien, il y a 3 points, il y a toujours 3 points orthogonaux, d'accord, avec la même température, ou la même pression, ou le même déni du réchauffement climatique. Donc vous voyez bien que, bon, ça peut être utile à des tas de situations, et pas que pour empaqueter dans des cubes. Alors maintenant, on va parler de ce qui va remplacer le TVI dans ces histoires, parce que en fait c'est un argument topologique qui va nous aider ici, mais un peu plus profond que le théorème des valeurs intermédiaires, et c'est des problèmes de groupes fondamentaux, de classes,
hein, de lacets à l'intérieur d'un espace topologique. Alors, regardons ce qui se passe en dimension 2. En dimension 2, je vais regarder un plan et je vais enlever un point que j'appelle O et je regarde pi, le plan moins O. Et je vais regarder les classes de chemin ou les classes de lacets, plutôt, je devrais dire de lacets. D'accord ? Donc je pars d'un point quelconque et je vais créer un lacet. Et je vais regarder ces lacets à homotopie près. C'est-à-dire que je m'autorise à déformer ces lacets de façon continue. Donc, je pars d'un point et j'ai des lacets qui ne vont jamais vraiment oser faire le tour complet, d'accord ? Ils peuvent partir un petit peu, mais ils reviennent, ils n'entoureront pas le point interdit ici haut. Et là, eh bien, je peux les rétracter continuellement ici jusqu'au lacet trivial, c'est-à-dire juste un point. Mais j'ai des lacets qui vont, bon alors ils peuvent être un peu turbulents, d'accord, revenir en arrière, etc. Mais globalement, ils vont faire ici un tour. Et cela, je ne pourrais pas les rétracter comme j'ai fait pour celui-ci, je ne pourrais pas les ramener continuellement en un point, parce que là maintenant, cet élément-là est interdit, et donc je ne peux pas revenir en arrière comme ça. Je ne peux pas contourner, mais ici on a quelque chose d'incontournable. Bien. Donc en fait, on a fait le tour de quelque chose d'incontournable, et on est tombé sur une classe de lacets à homotopie près, qui est une classe de 1 dans Z. En fait, on se rend compte que le groupe, alors pourquoi c'est un groupe ? Parce que ces lacets qui partent d'un point et qui reviennent sur ce même point, on va dire des chemins qui partent d'un point et qui vont vers le même point, et ben c'est muni de la concaténation, évidemment, des chemins, et que quand on passe au quotient en disant que deux lacets sont homotopes si on peut passer continuellement l'un à l'autre, ben cette concaténation est compatible avec le passage au quotient. Voilà. Et donc on a un groupe fondamental, et on a que Z, c'est le groupe fondamental de pi moins 0, dans le sens suivant, à un entier. Je lui associe la classe des lacets autour du point qui a été choisi, qui correspondent, qui font n fois le tour, dans un sens ou dans un autre selon le signe de n, hein, et c'est exactement la classe. Et en plus, quand on va concaténer un lacet de type n avec un lacet de type m, ça va nous donner un lacet de type n plus m. Alors maintenant, si on passe à SO3, le groupe SO3, le groupe des rotations, eh bien il se trouve qu'il y a un résultat important qui dit que le groupe fondamental de SO3, c'est Z sur 2Z. Alors, toutes ces choses-là, je ne vais pas trop les expliquer, je vais juste dire, pour lui, pour le premier, ça vient du fait que quand on prend l'exponentielle et qu'on va dans S1, qui est rétracté ici de ça, eh bien j'ai une surjection et que son noyau, ici, c'est Z. Alors, cette surjection, j'ai un morphisme surjectif de groupe, ici. Ici, je vais mettre T, et ici, je vais mettre exponentielle de 2pi it, et ça, c'est la sphère dans C étoile. Voilà, le cercle de C étoile. Et là, le noyau, on a un morphisme de groupe, et le noyau, c'est Z. Alors que ici, c'est un petit peu plus compliqué. Vous pouvez le voir dans Histoire hédoniste de groupe et de géométrie. On a SU2 qui est homéomorphe à S3, la sphère S3. Et SU2 est un groupe, c'est le groupe spécial unitaire,
complexe, hein, ici, et qui va sur SO3 et qui a pour noyau Z sur 2Z. On le fait dans Nouvelle Histoire hédoniste, dans le chapitre 7, avec les quaternions. Voilà. Donc, on a ça. Et le fait que R est simplement connexe et que la sphère S3 est aussi simplement connexe va faire que ça, c'est exactement le groupe. On montre que c'est le groupe fondamental de ça. Et donc, ça, c'est le groupe fondamental de ça, qui est aussi le groupe fondamental de ça. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, sauf que je vais vous montrer un petit quelque chose. Que veut dire SO3? Ici, on comprend avec le nombre de tours que le groupe fondamental, ben, ça va être Z. Ici, on a plus de mal à le voir, et on le voit, ce truc-là, avec le principe de l'assiette à soupe. C'est-à-dire que quand on fait un chemin à l'intérieur de SO3, donc un chemin, ça va être une suite continue, si vous voulez, hein, de rotation, et qu'on fait deux fois le chemin, eh bien, alors on peut faire des chemins qui sont non triviaux, d'accord, comme on a fait ici, c'est non trivial, alors qu'ici, c'était un chemin trivial. On peut faire des chemins non triviaux, puisqu'on a un élément non trivial ici, mais quand on le fait deux fois, alors on obtient un chemin trivial. Ce qui est difficile à voir ici, parce que quand on tourne deux fois dans le même sens, ben, on n'a pas trivialisé les choses, au contraire, on les a compliquées. Mais on simplifie les choses en les faisant deux fois, c'est la magie de SO3. Et donc, c'est le principe de l'assiette à soupe, et vous pouvez imaginer que c'est une assiette à pizza, mais là-dedans, j'ai rien mis, hein, parce que j'ai peur de faire tomber. Alors, qu'est-ce que c'est que le principe de l'assiette à soupe? Si vous voyez, vous avez ici votre assiette, et ici, c'est l'identité, d'accord, de SO3. Je vais faire un chemin qui va partir de l'identité, et un chemin non trivial, dans le groupe, voilà, dans le groupe fondamental, et je vais le faire ensuite deux fois, et vous allez voir que c'est, je vais trivialiser en le faisant deux fois. Donc ici c'est l'identité, et je commence à faire une rotation, et mon bras donne l'axe de la rotation, et là je tourne, je continue à tourner, vous voyez, et là je vais revenir au point de départ, c'est-à-dire que mon assiette est revenue à la tournée, mais elle est revenue sur le point de départ, mais vous voyez que ici, l'axe s'est opposé, mais finalement ça fait le même axe, parce qu'un axe et un axe opposé, c'est exactement la même chose. Mais ici, je suis assez mal, quoi, hein, je ne peux pas dire que j'ai trivialisé la situation. J'ai même une crampe. Là, je tourne, je vais refaire deux fois pour soulager ma crampe, et je le fais une deuxième fois, et là, en le faisant une deuxième fois, je suis retombé sur quelque chose qui était trivial, et ça y est. Bon. Principe de l'assiette à soupe, c'est terminé. C'était pour donner une idée de ce Z sur 2Z. Je fais un truc une fois, je le fais deux fois, et je trivialise. Donc maintenant, on va attaquer le théorème de Kakutani, armé de ces instruments topologiques qui sont au-dessus du TVI, hein, faut bien reconnaître. Alors allons-y. Voilà, bon, pour le début, on va prendre les 3 points standards de forme normale, on va dire, orthogonaux de la sphère, hein, d'accord, donc comme ça, d'accord. Et puis, je veux des points 2 à 2 orthogonaux, bah, je vais en obtenir suffisamment en faisant agir ici SO3 sur le triplet de ces points, d'accord. Donc comme ça, je fais agir, j'ai toujours, SO3 va conserver l'orthogonalité, hein, c'est pour ça que je le prends, et il est connexe en plus, hein, donc c'est bien, et je vais regarder tous les points que j'obtiens en passant par sigma, ou plutôt ici sigma moins 1. Donc je vais appeler phi l'application de SO3 dans R3 qui a sigma de SO3, associe f de sigma moins 1 P1 0, f de sigma moins 1 P2 de 0, f de sigma moins 1
P3 de 0. D'accord? C'est bien défini, hein, ça reste sur la sphère. Et donc je vais bien dans R3, et c'est continu. Bon, et je veux montrer qu'il existe un sigma tel que phi de sigma. Je veux montrer qu'on a l'égalité ici, hein, donc on peut avoir pour un certain sigma l'égalité. Et pour ça, que phi de sigma est engendré par le vecteur 1, 1, 1. Comme ça, j'aurai pour mon triplet de points là, 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 eh bien j'aurai f de P1 égale f. Donc ça, ce sera P1, ça ce sera P2, ça ce sera P3, et f de P1 sera égal à f de P2, ce sera égal à f de P3. Donc j'appelle cette droite-là D, et je veux montrer qu'il existe sigma tel que phi de sigma est égal, appartient à D. Donc on suppose par l'absurde que sigma n'existe pas, et dans ce cas-là, regardez ce que ça va nous donner. Ça va nous donner un petit monstre dû à l'absurde. Psi de SO3. Alors pour l'instant, il est dans pi. Alors pi, ça va être la droite orthogonale à D. Donc finalement, on est dans R3 euclidien. Hein, donc c'est le plan d'équation x plus y plus z égale 0. Qui à sigma associe ρ de phi de sigma. Alors phi de sigma, ça a été défini là. Rho de phi de sigma, rho c'est la projection orthogonale sur pi. Et donc on est dans pi, puisqu'on a pris la projection orthogonale sur pi, mais comme un tel sigma ici n'existe pas, on peut jamais être sur D ici, donc on ne sera jamais sur 0 ici. Donc on a construit psi qui va de SO3 dans pi moins 0. Donc maintenant, on va introduire sigma indice θ, la rotation d'axe D, et donc θ. Donc ça nous fait toute une famille de rotations, et en particulier sigma indice 2π sur 3 va envoyer lui sur lui, lui sur lui, lui sur lui, d'accord, dans ce sens-là. Alors l'axe est orienté hein, par 1, 1, 1, et vous le faites avec les trois doigts, vous voyez bien que vous avez quelque chose d'ordre 3 hein, qui fait passer de là vers rotation. Alors maintenant, donc j'ai écrit comme ça, PI 0 va vers PI plus 1, 0. Bien sûr, I doit être vu modulo 3. Maintenant, je vais en déduire, donc de cette rotation finalement sur la sphère, sur R3, eh bien je vais en déduire une rotation, mais du plan pi, d'accord, par projection. D'accord, donc ça veut dire que je vais récupérer sur le plan pi une rotation, dès que j'ai une rotation d'angle θ, je vais avoir une rotation d'angle θ sur pi qui va être définie en faisant commuter avec la projection orthogonale. C'est-à-dire que je vais avoir en particulier taux 2π sur 3, donc ça c'est une rotation de pi, d'angle 2π sur 3. Alors attention, mon pi c'est peut-être pas, ça c'est le plan, hein, c'est mon plan. Je voulais pas l'appeler P. Maintenant, pi, c'est vrai que c'est embêtant. Bon, pas grave. On a compris. Alors, donc on a une rotation d'angle 2π sur 3 ici, qui provient exactement de cette rotation-là, en faisant commuter avec la projection. Donc ici, on part par exemple de R3, on fait la rotation, ensuite on projette sur pi. C'est pareil que si on partait de R3, on projette d'abord sur le plan pi, et ensuite on fait la rotation. Donc on a ça. Dernière formule avant de démarrer les hostilités. Quand je vais regarder, étant donné que par linéarité, hein, comme P1 va vers P2, qui va vers P3, qui va vers P1, ça veut dire que sigma de 2π sur 3 de x, y, z, hein, on est sur R3, c'est z, x, y. Voilà, hein, vous le vérifiez pour P1, pour P2, pour P3, comme c'est linéaire, c'est bon. Voilà, alors là maintenant, on attaque les calculs. Bon, alors voilà des petites choses qui se disent assez bien avec des représentations, mais on va le dire de façon élémentaire. Quand on va calculer phi de sigma indice θ plus 2π sur 3, regardez,
Par définition, donc j'applique cette formule-là, j'ai ceci, voilà. Mais il se trouve que, bon, alors de toute façon, sigma θ plus θ prime, ça fait sigma θ rond sigma θ prime, et puis ça commute, hein, parce qu'on est c'est circulaire. Donc ici, vous allez avoir sigma indice 2pi sur 3, alors moins 1 de P1, 0. Mais ça, on a vu que c'était en fait P3, 0. Donc il va rester sigma θ moins 1 de P3, 0. Et là, de la même manière, on va avoir sigma θ moins 1 de P1, 0, ici. À chaque fois, on va en arrière de 2pi sur 3, et là de P2, 0. Donc, on reconnaît, d'après la formule qui est ici, sigma 2pi sur 3, 2, bah, comme si on avait mis ici 1, ici 2, ici 3. Donc, c'est-à-dire phi de sigma θ. Donc, vous avez cette formule, ça, c'est égal à ça. Maintenant, je vais en déduire une formule au niveau des psi. Ben, psi de sigma θ plus de pi sur 3, c'est ρ, par définition, de phi de sigma indice θ plus 2pi sur 3. La définition, elle est là. C'est ça, psi de θ. Hein, d'accord? Donc, on a pris ça. Donc, maintenant, j'utilise cette formule-là, ici. Et maintenant, je fais commuter ça, comme c'est ici. Voilà. Donc, je vais maintenant me servir de cette formule à fond au niveau des chemins. Donc là maintenant, ça y est, on va pouvoir transcrire tout ça en termes de chemin et de lacet. Alors, on va considérer le chemin suivant, le chemin continu, hein. Je vais appeler C indice θ1, θ2, le chemin consistant des psi de sigma θ, où θ varie entre θ1 et θ2. Donc, par notre hypothèse absurde, c'est bien un chemin dans pi moins 0. Et c'est un chemin continu, parce que psi est continu. D'après la formule qu'on a obtenue ici, quand on va regarder le chemin de 2pi sur 3 à 4pi sur 3, eh ben, c'est exactement, d'après ça, le chemin de 0 à 2pi sur 3, mais tourné, d'accord, de 2pi sur 3, avec taux de 2pi sur 3 ici. Et pareil, si on le fait deux fois, je répète ça une deuxième fois, et j'ai que le chemin de 4pi sur 3 à 2pi, ici, c'est taux de 4pi sur 3, de C de 0 à 2pi sur 3. Voilà, bon, ça c'est assez clair. Et maintenant, ce chemin-là, qui est un chemin dans pi moins 0, étant donné qu'il est dans pi moins 0, je peux regarder quel est l'angle alpha qu'il fait au final, d'accord, entre 0 et 2pi sur 3, et en fait il part de psi de sigma 0, d'accord, hein, psi de sigma 0, et il va jusqu'à psi de sigma 2pi sur 3. Mais psi de sigma 2pi sur 3, d'après cette formule, c'est taux de 2pi sur 3 de sigma 0. Donc ça veut dire tout simplement qu'il a tourné de 2pi sur 3. Voilà. Donc globalement, il a fait ce qu'il voulait, hein, le chemin. Il a même pu faire plusieurs tours, mais au début, entre le début et la fin, il a fait 2pi sur 3. Donc son angle, il est de la forme 2m de pi sur 3 avec m dans z. Parce qu'il a pu, voilà, il a pu faire plusieurs tours, voilà. Mais ce chemin, il est comme ceci. Alors maintenant, on va concaténer les chemins C de 0 de pi sur 3, C de 2pi sur 3, 4pi sur 3, et C de 4pi sur 3, 2pi sur 3. Vous remarquerez que d'après ces formules, étant donné qu'on n'a fait que tourner de 2pi sur 3 pour passer de lui à lui et de lui à lui, eh bien l'angle global qui aura été effectué, alors après qu'on peut normaliser on peut le normaliser sur le cercle unité, hein, l'angle global de chacun est aussi de alpha. Donc quand on va concaténer, on va avoir en tout 3 alpha. Donc 6m pi plus 2pi. Donc maintenant, je vais considérer d'une part le lacet gamma qui lui est dans
SO3. D'accord? Il est constitué de sigma de θ compris entre 0 et 2π. D'accord? Donc vous le voyez, hein, vous faites le tour comme ça, vous faites ce lacet. Alors, ce lacet, vous avez vu, il pose un problème. Mais par contre, quand on le fait 2 fois, principe de lacet à soupe, 2 gamma est homotope à 0. Très bien. Donc maintenant, comme psi est continu, quand on va faire psi, hein, bon, la continuité, une application continue, évidemment, elle conserve l'homotopie, parce qu'elle conserve les déformations continues, et donc on va avoir psi de 2 gamma, qui devrait être homotope au lacet trivial. Bien. Donc ici, parce que c'était homotope au lacet trivial, donc ça devient quelque chose par psi homotope au lacet trivial. Mais psi de 2 gamma, ben, il fait quoi? Il fait 2 fois, finalement, cet angle-là, d'après ce qu'on a vu. D'accord? Bon, on fait 2 fois sigma, on fait 0 de pi, puis ensuite on refait la même chose. 2 fois, on resserre la soupe. Et donc, ça voudrait dire que, comme c'est homotope au lacet trivial, ça voudrait dire que cet angle qu'on a fait, il est nul. Parce qu'on a vu au départ que là, quand on est passé sur un plan auquel on a ôté un point, bah, les seuls lacets triviaux, c'est les lacets qui, globalement, ont fait un angle nul. Ben oui, ben non, parce que ça voudrait dire que cet angle-là est nul. Mais cet angle-là, malheureusement, vous pouvez le prendre sous toutes les formes que vous voulez, il n'est pas nul. Parce qu'on a fait au moins, même si m égale 0, d'accord, on a fait au moins 2π, et même 2 fois 2π. Voilà. Donc là, c'est non nul. D'où la contradiction. Donc, on a démontré notre théorème. Donc, on a démontré la possibilité d'empacter un convexe compact dans un cube de façon complètement optimale. Et voilà, on a ce théorème assez cacou de Kakutani.